Je suis dans un couloir d'hôtel. Je frappe à une porte. Elle s'ouvre. C'est vous. Vous êtes nu. Vous me regardez et vous me dites « Excuse-moi, je suis avec quelqu'un, je ne peux pas parler. » Je sais, je sens que vous êtes avec une jeune fille. Je le devine parce que vous semblez mal à l'aise. Vous avez l'air coupable, vous vous cachez à moitié. J'aimerais entrer, vérifier. Je suis sûr qu'elle est en danger, mais vous fermez la porte. Je me réveille. Chapitre 2. Un jour, ce sera toi la championne. De mon enfance, je garde un souvenir récurrent. Mes repas pris à l'arrière d'une voiture conduite par ma mère. De l'école à la patinoire, de la patinoire à la maison, et réciproquement. Matin, midi et soir, d'aussi loin que je me souvienne, le patin a rythmé ma vie et celle de mes chers parents. La première fois que je pose un pied sur la glace, j'ai 4 ou 5 ans. C'est à la patinoire du Petit Port à Nantes. Ma maîtresse y emmène la classe. Ma mère, qui donne un coup de main pour l'encadrement, me raconte toujours que je suis entré d'un trait sur la glace et que je me suis mise immédiatement à faire l'andouille au milieu de la piste, tandis que la plupart des enfants s'accrochaient à la barrière en titubant. Une révélation. Au bout de quelques semaines, me voyant très à l'aise, la prof de patin suggère à ma mère de m'emmener patiner avant la classe. Comme tous les enfants, j'ai du mal à quitter mon lit le matin pour aller à l'école. Mais quand c'est pour patiner, je suis prête à tout. Je ne bronche pas lorsque ma mère me réveille à 5h30 pour m'entraîner de 6h30 à 7h30, puis repartir à l'école à 8h. Je ne bronche pas non plus quand maman me propose ensuite de revenir à l'heure du déjeuner, puis après les cours en fin d'après-midi. Sur la glace, je trouve un défouloir idéal. Je suis une enfant de nature turbulente, le genre qui saute et court partout. Depuis toute petite, j'invente des chorégraphies devant mon miroir et des spectacles à la cour de récré, pour lesquels je dirige d'une main de fer mes copines. À la patinoire, je peux dépenser ce trop-plein d'énergie sans me faire gronder. Mieux, les parents m'encouragent. J'ai cette chance. Mon petit corps menu est une machine de guerre énergique, bondissante et résistante. Je n'ai peur ni des sauts ni des chutes. Tout me paraît naturel quand je glisse. Je suis une petite fille bosseuse, déterminée, ambitieuse, capable de recommencer indéfiniment le même exercice jusqu'à épuisement. J'ai le mauvais caractère nécessaire pour devenir une championne. Je m'énerve quand je ne réussis pas, je tape du pied sur la glace, ce qui est interdit, j'envoie régulièrement les patins contre le mur chez moi quand je ne suis pas contente de ce que j'ai fait dans la journée. En vérité, je n'ai peur de rien, sauf de ma prof Huguette. Elle est impressionnante, avec sa carrure imposante et sa voix de crécelle. Elle m'engueule beaucoup sur la glace. Pour me motiver, dit-elle, parce que je suis très doué. Je n'ai pas besoin qu'on m'engueule pour avoir envie. Je déborde d'envie. Ces cris m'angoissent. Les autres élèves en souffrent aussi. D'ailleurs, j'en vois beaucoup au fil des années qui décrochent à cause d'elle.
pas moi. Personne ne me fera arrêter. J'aime viscéralement la glace. Je prends avec philosophie les petits inconvénients de ce sport. J'applique consciencieusement les recettes de ma grand-mère quand mes patins me blessent les pieds. Les escalopes de veau ou les oignons avec du sel, dans un chiffon, toute la nuit, ont un effet anti-inflammatoire garanti. Je n'aime pas trop le froid, ce qui est ballot quand on doit passer des journées à 3 ou 4 degrés Celsius. Au fil des heures d'entraînement, les doigts, les lèvres, les pieds sont immanquablement gelés. Petite, je mets une combinaison de ski. Je me réchauffe avec un chocolat chaud et des riders. Plus grande, je multiplie les couches de collants et de pulls. À 10 ans, je remporte toutes les compétitions régionales. Des Sarah, il y en a une tous les 30 ans, s'extasie le président du club devant ma mère. Quand je visionne aujourd'hui des vidéos de cette époque, je mesure le potentiel incroyable que j'avais. À cet âge, j'effectue déjà les combinaisons de tous les doubles sauts, ainsi que toutes les pirouettes donnant accès aux championnats nationaux. Je ne me rendais pas compte, mais maintenant que je suis coach, je mesure les promesses dont j'étais porteuse. Vous les avez mesurées vous aussi, monsieur O. Un jour, vous venez à la patinoire. Je vous ai déjà aperçu, toujours vêtu d'un costume élégant, lors de mes déplacements en championnat de France minime et espoir. J'ai vu que vos élèves remportaient beaucoup de médailles. Je rêve d'intégrer un club prestigieux qui me ferait gagner des médailles, moi aussi. Lors de ce séjour, vous me répétez et vous proposez que je rejoigne votre club. Si vous voulez qu'elle progresse, elle doit y aller, confirme le président du club de Nantes à mes parents. Aller à Paris, c'est évidemment bouleverser toute notre organisation familiale. Mon père dirige une discothèque à Nantes et mon demi-frère, qui a 15 ans de plus que moi et que j'adore, vit aussi ici. Mes parents sont manifestement prêts à ce sacrifice. Intégrer votre club, c'est aussi m'engager sur un chemin beaucoup plus exigeant. Il me pose la question, Sarah, veux-tu aller à Paris pour tenter de devenir une grande sportive de haut niveau ou préfères-tu rester à Nantes pour continuer tranquillement le patinage tout en menant des études pour exercer un autre métier? Ma réponse fuse. Oui, je veux donner toutes les chances d'être une championne. Oui, je suis prête à tenir le rythme du sport-études, 5 heures d'entraînement chaque matin et 5 heures de cours l'après-midi. Encore faut-il qu'une école spécialisée accepte ma candidature. L'école des enfants du spectacle, dans le 5e arrondissement de Paris, permet ces horaires aménagés, nécessaires aux élèves pratiquant une activité sportive ou artistique de haut niveau. Je postule. J'attends la lettre chaque jour, fébrilement. Elle finit par arriver. L'école des enfants du spectacle m'accueille à partir du mois de septembre 1987. Je bondis de joie dans tout l'appartement. Je suis la fille la plus heureuse de la terre. Tout va très vite ensuite. Un ami de mon père nous trouve un logement à louer à quelques minutes de la patinoire. Il n'est pas question de perdre trop de temps dans les transports, ni pour moi, ni pour mes parents, dont la vie bascule avec la mienne. Ils n'imaginent pas, je pense,
Dans quelle galère je les embarque? Je ne m'en rends pas compte à l'époque parce que je suis encore jeune et que les questions d'argent ne m'intéressent pas, mais l'investissement financier que ma passion nécessite est important. En France, un patineur n'est pas pris en charge par la fédération tant qu'il n'est pas en équipe de France. Contrairement à ce qui existe dans des pays comme la Russie, il n'y a pas de logement à disposition, ni d'école intégrée. Tout coûte cher. Une paire de patins, c'est 800 euros. Les lames, 300. Les tenues coûtent entre 400 et 600 euros, sans parler des stages. Mon père partagera désormais sa vie entre Paris et Nantes. Pour limiter les frais, il abandonne notre appartement nantais et dort dans le petit studio attenant à la discothèque. Ma mère gère dorénavant ma carrière sportive au quotidien, préparer les repas diététiques, me conduire à la patinoire ou chez le kiné, chercher des tissus pour mes costumes et les faire réaliser par une couturière, m'emmener aux compétitions, ranger ma chambre, superviser les devoirs le soir, ce qui n'est pas simple. Je suis plutôt bon élève, mais le soir je m'endors sur mes feuilles, épuisé. Ma mère ne me lâche pas. Elle martèle que je dois passer mon bac. Dans la vie, tu ne dois dépendre de personne. Elle ne le sait pas encore, moi non plus, mais le bac, je ne le passerai jamais. Le jour J, je serai en tournée de gala en province. Quant au rattrapage de septembre, je ne m'y rendrai pas pour cause de compétition. En fait, à un moment, j'ai choisi ma vie. Et ma vie est dans cet énorme bâtiment que je rejoins chaque jour avant les cours. À l'école du spectacle l'après-midi, tout se passe bien. Avec Virginie le doyen, future comédienne, on se crêpe le chignon car chacune veut être la plus belle de la classe. Avec ma chère Clara, danseuse classique, on partage tout. Plus tard, elle montera même une de mes chorégraphies. Mais je n'ai pas vraiment de temps pour ce monde hors patinage. Je ne fais pas de shopping avec les copines les samedis, je ne vais pas au cinéma, je ne fréquente pas les garçons, qui ne m'intéressent d'ailleurs pas. Toute mon attention est concentrée sur cette patinoire, rampe d'accès à mes rêves. Le lieu est immense, bien plus grand qu'à Nantes, une sorte de bunker. Pour y accéder, on doit passer un grand parking souterrain. Je demande toujours à ma mère de le traverser avec moi, car il m'impressionne. En pénétrant dans cette enceinte, j'entre dans votre royaume, monsieur O. Ici, vous êtes le boss, le chef des entraîneurs, celui qui accorde ou non les créneaux horaires, celui qui embauche ou vire les collaborateurs, celui qui choisit les patineurs sur lesquels le club va miser, celui qui organise les galas et les anime au micro. On vous croise dans les couloirs, toujours en costume sombre et très occupé. Tout le monde vous voit. La plupart du temps, dans le monde sportif, on tutoie ses entraîneurs. Mais vous, c'est différent. Avec votre voix forte, vous nous faites un peu peur. Quand vous venez nous regarder patiner, droit comme un i derrière la barrière, on se tient à carreau. Les jeunes espoirs, dont je fais partie, patinent le matin. Vous venez parfois donner un coup de main à nos entraîneurs, mais vous coachez surtout les championnes un peu plus âgées l'après-midi. Étant donné mon expérience compliquée avec Huguette à Nantes,
Je suis un peu inquiète les premiers jours. J'arrive le ventre tellement noué que j'en vomis quelques petits déjeuners dans le parking. Et puis, les jours passant, la peur s'envole. Le monde du patinage n'est pas tendre en général. Il y a beaucoup de concurrence et de jalousie, mais je ne me souviens pas d'en avoir souffert ici. L'ambiance est saine. Le groupe de filles auquel j'appartiens est sympa. Entre patineuses du même âge et de même qualité technique et artistique, on se motive et on s'encourage, on se fait rire. Ici, je peux laisser s'exprimer ma joie de vivre et mon tempérament de bout en train. Vous êtes plusieurs à nous entraîner, dont vous, monsieur O. L'un nous fait travailler les sauts, l'autre les pirouettes, un troisième les petits pas, un autre encore s'occupe de notre préparation physique. Parmi les entraîneurs, Jean-Christophe me motive particulièrement. Je l'ai vu à la télévision, aux championnats d'Europe et du monde. Il est gentil, attentif. On est super admirative parce qu'il est capable d'effectuer lui-même un triple saut après 2 tours de piste. Je lui demande toujours des conseils, des heures supplémentaires. Il me glisse des recommandations personnalisées. N'oublie pas ton épaule gauche. Attaque bien ton programme. Garde ton port de tête comme si 10 000 personnes te regardaient. Allonge la première jambe de la poussée pour aller croiser. La deuxième doit bien rester sur le côté pour prendre de la puissance. Une complicité technique s'installe entre nous, une relation forte se noue. Ces suggestions bienveillantes et avisées me font énormément progresser. Je suis en confiance totale. Grâce à lui, je repousse mes limites, car il tire le meilleur de moi-même. L'entraîneur est une pièce essentielle dans la construction de la carrière d'un sportif. Vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur O, vous qui pratiquez depuis plus de 30 ans. C'est la personne avec laquelle nous passons le plus de temps dans une journée. C'est un coach, mais aussi un psychologue, un parent, un confident. Il partage nos souffrances et nos espoirs, nos efforts et nos découragements. Il connaît sur le bout des doigts nos faiblesses et nos forces. C'est le seul être susceptible de savoir jusqu'où on peut aller, celui qui nous rassure et nous donne le petit coup de pouce déterminant pour monter sur le podium. Son emprise sur le sportif est bien supérieure à celle des parents. Je retrouve aujourd'hui ce phénomène dans les yeux brillants de mes élèves. Elles iraient décrocher la lune si je l'exigeais. Elles se mettraient en danger pour recevoir un seul mot d'approbation. La responsabilité morale d'un entraîneur est très forte. Il faut savoir demander et savoir aussi ne pas trop demander. Avec Jean-Christophe, je commence à obtenir de bons résultats aux compétitions. J'excelle dans les figures libres où je peux sauter et danser à loisir. En revanche, je vis mal les figures imposées dont le principe est de tracer des cercles, un pied devant l'autre, on repasse au même endroit, le plus finement possible, le but étant de ne faire qu'une seule trace. En avant, puis en arrière, demi-cercle. Jean-Christophe a été champion du monde de figures imposées. Il est capable de passer 3 fois et de ne laisser qu'une seule trace fine. Moi, je n'y arrive jamais. Je suis tellement légère que je ne vois jamais mon point de départ, je me perds, je ne sais plus où j'en suis. Je déteste cet exercice que je trouve sans intérêt.
Les juges alignés juste devant nous me font peur. Ils scrutent nos tracés avec une tête de 6 pieds de long et assènent leurs fichues notes. Certaines filles exécutent admirablement ces figures et décrochent de superbes résultats alors qu'elles ne savent pas sauter. Je trouve cela injuste. Par chance, cet exercice sera plus tard abandonné dans les compétitions. Je n'aurai plus que le programme court avec ses sauts imposés, sa chorégraphie, ses pirouettes, ses arabesques, ses petits pas, et un programme libre qui me permet d'exprimer mes talents et mon goût pour le ballet artistique. Depuis toute petite, j'ai un modèle, une idole, Katharina Witt, la belle patineuse allemande, 2 fois championne olympique. Il y a eu beaucoup de virtuoses dans le patinage, mais, pour moi, il n'y a jamais eu qu'elle. J'ai sa photo dans ma chambre, je l'imite dans mon salon, je répète ses mouvements et je patine sur les mêmes musiques. Je demande à mon père de me réveiller en pleine nuit pour la regarder quand elle passe à la télévision. On l'admire ensemble, blotti sur le canapé, heureux. Il me glisse toujours: Sarah, un jour, ce sera toi la championne qui passera à la télé. Mon père est fou de sport et de moi. Il est tellement fier. Il m'offre les plus beaux collants, les plus belles tenues. Rien n'est trop beau pour sa fille. Il est toujours là, pilier solide et soutien indéfectible. Il me pousse. Plus tu auras les patins aux pieds, plus tu réussiras. Quand j'échoue à une compétition, il me réconforte. Tu as perdu une bataille, pas la guerre. Il m'accompagne le plus souvent possible aux compétitions importantes. Il est présent lors du championnat de France Espoir. Nous sommes en 1988. J'ai 13 ans et je vise le podium. Si j'arrive dans les 3 premières, je passe à un niveau supérieur aux yeux du club. L'enjeu est important, mais j'aime les moments comme cela, ils me galvanisent. En plus, j'adore mon programme. Je l'ai un peu copié sur celui de Katharina. J'obtiens la 3e place. Pour mes concurrentes, je deviens la petite brune à longue natte avec laquelle il faudra dorénavant compter. J'ai encore les photos où l'on me voit, éclatante de bonheur, dans ma tenue blanche à dentelle. 1 an après, je deviens vice-championne de France junior sur un programme court oriental qui me tient particulièrement à cœur, étant donné mes origines tunisiennes. J'ai 14 ans et le monde s'offre à moi. Mais le ciel me tombe brutalement sur la tête. J'apprends que Jean-Christophe, mon entraîneur adoré, est viré du club. À la patinoire, personne ne comprend pourquoi ce coach si populaire, dévoué et compétent, est éjecté. Lui-même reste flou sur les raisons de son éviction. Je lui pose la question, bien sûr. Officiellement, il part à cause d'un différend d'ordre financier. Je suis effondré de le perdre. Dans mon esprit, ma carrière est fichue. Je n'ai plus envie de patiner. La nuit, je vais me blottir en sanglotant dans le lit de mes parents, du côté de ma mère, avec quelques-unes de mes peluches. J'ai toujours été entouré de peluches.
Elle me réconforte et me rassure. J'en possède à l'époque une bonne cinquantaine sur mon lit, dont un singe, donné depuis à ma fille, un Mickey, un bisounours, un petit chien offert par ma mère quand j'ai réussi le double Axel. Pour être honnête, je ne me suis séparé de la dernière peluche que tout récemment, à la demande désespérée de mon mari. Jean-Christophe a trouvé un poste à la patinoire de Nice. Je demande à le suivre. Mon père, qui ne recule devant aucun effort pour sa fille, est prêt à déménager et à traverser la France du nord au sud chaque semaine. Nous appelons Jean-Christophe, qui est d'accord sur le principe. Mais il ne trouve pas d'école susceptible de m'accueillir en sport-études. Je comprends que je vais devoir continuer ma formation à Paris sans lui. Triste et désemparé, j'ai du mal à me concentrer sur mon patinage. Mes parents sont inquiets de me voir dans cet état. Un soir, Monsieur O, vous acceptez de venir à la maison pour en discuter. Je m'en souviens très bien. Vous vous asseyez autour de la table avec ma mère et mon père. Je vous demande, entre deux sanglots, pourquoi vous avez renvoyé Jean-Christophe. Vous me répondez avec gravité, les décisions que nous avons prises sont réfléchies. Nous ne reviendrons pas dessus. Nous avons nos raisons. Et vous rajoutez, mais ne t'inquiète pas. Nous allons t'aider à surmonter tout ça. Nous allons trouver d'autres entraîneurs et je m'engage à m'occuper plus particulièrement de ta carrière. Tu as un potentiel énorme et tu peux faire de grandes compétitions. Je vais bien m'occuper de toi. En parlant, vous caressez de votre grande main mon visage baigné de larmes. Je vais bien m'occuper de toi. Ces mots résonnent en moi aujourd'hui. Oui, vous vous êtes occupé de moi. À la suite de cet entretien, je commence à m'entraîner avec vous l'après-midi. Nous sommes une dizaine de patineurs, dont mes copains Laurent et Laetitia. Je devrais être flatté de patiner avec les grands, mais je déchante. Vous êtes bien moins bon que Jean-Christophe techniquement. Et, surtout, vous criez énormément. Vous êtes même violent. Quand vous n'êtes pas content, vous foncez sur nous en patin, vous nous projetez d'un coup d'épaule contre la barrière. Vous nous agrippez par le cou, nous soulevez au-dessus de la glace contre la vitre en plexiglas, tout en criant, puis vous nous lâchez brusquement, nous laissant retomber sur la glace, mortifiés et douloureux. Vous appelez ça Oshimata. C'est terrorisant. On en garde régulièrement des marques sur le cou. Mais personne n'ose protester. Quand vous y êtes allé trop fort, vous appelez mes parents avant même que je rentre chez moi et vous déclarez. Elle a été insupportable. Elle a encore tapé du pied. Elle a un sale caractère. Elle n'en fait qu'à sa tête. Quand j'arrive à la maison, il est trop tard pour défendre ma position. Ma mère, remontée par le coup de fil, m'engueule. On s'engueule. Je rentre dans ma chambre en claquant la porte et le silence s'installe. Bizarrement, vous vous occupez aussi de nos étirements au sol dans la salle de sport. Je dis bizarrement parce que avant, lorsque je patinais le matin, c'était une danseuse, la femme de notre autre entraîneur, Didier, qui assurait cette partie de notre préparation. Mais, pour les patineuses de l'après-midi, vous tenez à superviser cet exercice, que vous semblez adorer autant que nous le détestions. Je suis très surprise la première fois. Nous nous allongeons sur le ventre
et devons ouvrir les jambes le plus largement possible jusqu'au grand écart. J'entends vos pas approcher, je sens d'un coup votre poids écraser mon dos, votre ventre se coller à mes reins. Avec vos bras, vous m'écartez les jambes, je respire votre souffle chaud dans mon cou et l'odeur de votre parfum, Fahrenheit. Il me donne encore la nausée aujourd'hui. J'ai mal, je suffoque, j'attends en apnée que vous vous releviez. Soudain, le poids s'allège. Je vois que vous faites subir le même calvaire à la patineuse d'à côté. Vous êtes le seul parmi les entraîneurs à vous coller ainsi sur nous à chaque cours. Toutes les patineuses détestent ça. Parfois, on se dit, il a encore fait ses étirements, et nous nous comprenons. Qu'est-ce que nous comprenons, d'ailleurs? Nous sentons bien que quelque chose cloche, que cet exercice nous met mal à l'aise. Mais vous êtes le patron de la patinoire. Votre légitimité à nos yeux est totale, votre pouvoir absolu. Vous pouvez virer un entraîneur, exclure n'importe quel élève. Nos parents nous ont confiés à vous, notre carrière est entre vos mains, et la clé de nos rêves dans la poche de votre costume. On vous craint, nos parents vous respectent. Maman, qui vient souvent donner un coup de main au club et qui vous connaît bien, vous trouve brillant. Si vous vous allongez sur nous et que personne ne dit rien, ça doit être normal. On se tait. Comme on se tait quand, avant d'entrer sur la glace, on sent votre main nous donner une claque sur les fesses. C'est une petite tape porte-bonheur, plaisantez-vous. C'est comme ça, et il n'y a rien à dire. Non, décidément, je n'aime pas vos méthodes, monsieur O, et mon patinage s'en ressent. L'entraînement que je suis avec vous est loin de compenser le vide laissé par Jean-Christophe, qui me manque terriblement. Je me traîne. Le soir, de retour à la maison, je ne raconte plus mes journées comme avant. Mes parents, qui viennent me voir sur glace le samedi, se rendent bien compte que je ne progresse plus. Pire, je régresse. Mes triples sauts passent moins bien. Je suis irritable, nerveuse. Je tape de plus en plus souvent la glace avec mes patins. Je perds la flamme. L'été arrive. Comme la plupart des sportifs de haut niveau, je pars toujours en stage à cette période de l'année. J'avais 8 ans lors du premier. C'était à Arcachon, pendant 3 semaines, chez ma coach Huguette. La discipline était déjà forte. Des nuits à 6 dans la même chambre, sur de petits lits individuels et des matelas par terre, des levées à 5h30 le matin, des engueulades sur la glace. Depuis 2 ans, je participe au stage de la Roche-sur-Yon que vous organisez. C'est un stage réputé où se retrouvent des élèves de toute la France. Le planning est encore plus exigeant. 8 à 10 heures de sport quotidien, assouplissement, étirement, préparation physique, natation, danse au sol, footing, patinage, sans parler du parcours chronométré dans le gymnase, à la Ninja Warrior, où l'on doit courir, sauter par-dessus les barres, passer entre les poteaux, enchaîner avec 10 pompes et autant d'abdos. Ce n'est pas l'éclate. Je déteste particulièrement le footing jusqu'à la ferme, où j'arrive toujours la dernière, parce que je m'arrête pour manger des mûres en douce. Cependant, un stage réussi à La Roche-sur-Yon, c'est la promesse d'une saison efficace, l'assurance d'être en bonne condition pour progresser et briller en compétition. Incontournable quand on a de l'ambition, et Dieu sait si j'en ai. Cette année-là, j'ai pourtant un autre projet, effectuer mon stage d'été à Nice avec Jean-Christophe.
J'espère que quelques semaines de travail à ses côtés me permettront de me reprendre. Jean-Christophe est évidemment d'accord. Mais vous, monsieur O, vous vous y opposez fermement. Si Sarah va à Nice cet été, au lieu de La Roche-sur-Yon, elle sera virée du club. Votre menace est sérieuse. Nous cédons. C'est donc le corps bien gros que je vais, en ce mois de juillet 1990, suivre votre stage.